Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre 253e briefing éclairage sur l'actualité en Russie. Alors, ça va être vraiment le cas aujourd'hui, puisque dans le jeudi, c'est, comme vous le savez, non seulement l'international, mais aussi tout ce qui est politique et économie intérieure. Donc, pas mal de choses se sont sans doute accumulées depuis jeudi dernier. Et sans plus attendre, on va passer la parole à Arnaud qui va nous parler de tout ça. Et ensuite, Igor, bien entendu, nous fera un petit débrief de ce qui s'est passé à Istanbul et ailleurs. Et notamment la question du coup de fil entre Trump et Poutine qui avait lieu pendant notre dernier briefing, précisément lundi dernier. Donc, on voudra tout savoir ce qu'ils se sont dit, un verbatim exact. Voilà, donc on comptera sur toi, Igor. Mais pour l'instant, que s'est-il passé la semaine passée jusqu'à aujourd'hui en Russie? Merci, Président. Bonjour à tous. Quelques mots d'économie, de macroéconomie pour commencer, avec un mot-clé, ralentissement. Ralentissement d'une part de l'activité économique, d'autre part de l'inflation. En ce qui concerne la croissance, euh, au premier trimestre 2025, donc on serait à 1,4 en glissement annuel, mais de trimestre à trimestre, on serait en recul d'environ 1%. En d'autres termes, si on compare le premier trimestre 2025 à celui de 2024, au dernier trimestre 2024, ce qui est intéressant de regarder, ce sont les secteurs qui portent la croissance, toujours, la restauration, plus 7,9, la construction, 6,9, malgré le ralentissement de la construction d'habitations, mais la construction, ça va au-delà de ça. L'agriculture également qui reste en zone positive, et à l'inverse, et de façon assez traditionnelle depuis déjà, je dirais, un an ou deux, le secteur extractif continue à plomber l'activité, moins 3,7%. Euh, Ralentissement de l'inflation, ce qui est un peu plus positif. Il se confirme. Le mois d'avril a vu une inflation de plus 0,4%. C'est le niveau mensuel le plus bas depuis le début de l'année, ce qui d'ailleurs commence à nourrir un début de débat sur la possibilité d'un abaissement du taux directeur de la Banque de Russie, qui est actuellement à 21%. Alors si on parle de l'inflation en rythme annuel, de façon assez symbolique, le 19 mai, vous savez qu'elle est mesurée toutes les semaines par Rostat, eh bien, au 19 mai, elle est passée sous la barre des 10% en rythme annuel à 9,9. Alors évidemment, cela cache d'importantes disparités avec, on le sait, l'inflation alimentaire qui reste généralement plus élevée que la moyenne. À titre d'exemple, je sais que ça intéresse l'amateur de borscht qu'est le président Chunso. Le chou et l'oignon, par exemple, ont augmenté respectivement de 87% et 57% au cours des 12 derniers mois. Ce qui est aussi important, c'est les anticipations d'inflation moyenne de la part des ménages. Elle est actuellement à 13,4%. Donc les ménages pensent qu'il y a plus d'inflation et attendent plus d'inflation que ce que traduisent les chiffres officiels, ce qui est assez classique en Russie comme ailleurs. Une statistique qui aurait vivement intéressé le directeur général Sinsky s'il avait été avec nous aujourd'hui, les chiffres relatifs à la production de vin en Russie qui est attendue en augmentation de 15% cette année. Par ailleurs, une information qui me paraît significative à mains égards, l'agence de notation chinoise CCXI, dont certains ont peut-être entendu parler, et au sein de laquelle Moody's, l'agence bien connue, détient 30%, et bien cette agence de notation chinoise a pour la première fois attribué une note à la Russie, pour la première fois depuis 2022, une note triple B+, une note moyenne, mais moyenne un peu supérieure. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est une note meilleure qu'avant février 2022. Les analystes chinois considèrent donc qu'aujourd'hui, l'économie russe est en meilleure posture qu'avant le début du conflit ukrainien. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que beaucoup d'entreprises russes, désormais, qui veulent se faire coter à Hong Kong ou qui ont des projets de financement en Chine, eh bien, sollicitent des notations de la part de cette agence. Tout ça renvoie à des mouvements de fonds
important. On a beaucoup parlé des terres rares ces dernières semaines, en lien notamment avec les discussions entre États-Unis et Ukraine, entre la Russie et les États-Unis. Eh bien, dans ce domaine très particulier, très sensible, très stratégique, il y a une nouvelle qui mérite, me semble-t-il, d'être relevée. Hier, on a appris que la compagnie pétrolière Rosneft, dirigée par M. Sechin, un des personnages les plus influents du pays, eh bien, avait pris le contrôle d'un gisement de terres rares, celui de Tomtor. C'est un gisement qui a été découvert à l'époque soviétique, qui n'a jamais été exploité pour une raison très simple, c'est qu'il se trouve euh, en Yakoutie, dans un endroit sans aucune infrastructure, mais ce gisement compterait parmi les trois plus importants au monde, et donc que Rosneft et M. Sechin s'y intéressent. C'est important parce que bon, ça veut dire que le sujet monte dans l'ordre des priorités du gouvernement, des oligarques. Il faudra voir si c'est en vue d'une exploitation pour la Russie, avec des forces russes exclusivement, aussi, par exemple, les Chinois pourraient y être associés. Je me pose la question parce que M. Sechin, on le sait, est l'un des promoteurs de l'axe de coopération économique Russie-Chine. À suivre. Euh, on a également appris aujourd'hui que les détenteurs russes de cartes bancaires émises par Bank of Georgia ne pouvaient plus effectuer des d'achats supérieurs à 300 euros dans les boutiques de luxe. Euh, euh, L'établissement explique cette décision par sa volonté de conformité avec les sanctions européennes de mars 2022. Est-ce que ça fera tache d'huile au Kyrgyzstan, au Tadjikistan ou ailleurs? Là aussi, à suivre. Enfin, quelques mots du 17e paquet de sanctions de l'Union européenne et des nouvelles sanctions britanniques. Euh, 189 bateaux de la flotte fantôme russe sont désormais sous sanctions européennes, ce qui ne change pas grand-chose en réalité, puisque ces bateaux, par définition, n'ont pas vocation à accoster dans les ports européens où ils sont interdits. Souvent, pas toujours, mais souvent, ces bateaux ont déjà été placés sous sanctions américaines. Euh, c'est le- Alors, il y a également une grande compagnie pétrolière qui a été placée sous sanction, Surgut Neft et Gaz, mais là aussi, c'est plutôt symbolique puisque ce groupe était déjà sous sanction SDN des États-Unis. Ce qui surprend un peu plus, c'est la présence dans les listes de compagnies de pêche. Alors, les Européens accusent certaines entités de pratiques douteuses, peut-être qui laissent penser à de l'espionnage. En tout cas, c'est ce qui est mis en avant par les Européens pour sanctionné. Le président de Kamaz a également été plus sous sanction. Je ne suis pas certain, encore une fois, que ça ait beaucoup d'impact en soi et sur le conflit ukrainien en particulier, mais c'est un autre débat. Il y aura une suite puisque les Européens travailleraient un 18e paquet. Ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne, par la voix du chef de cabinet du chancelier, appelle en tout cas à changer d'échelle, je cite, de sortir de la zone de confort, d'envisager des sanctions beaucoup plus fortes. Et aux États-Unis, eh bien, on voit que le projet du sénateur Graham recueille un soutien de plus en plus important au Sénat, mais c'est assez prévisible, hein. Les sénateurs ont toujours été très anti-russes, très anti et très pro-ukrainiens. Ce qui est important, malgré tout, de relever, c'est que le chef de la majorité républicaine au Sénat dit qu'avant de lancer une quelconque procédure, et notamment une procédure de vote, eh bien, il demandera les consignes de la Maison-Blanche. Donc, il semblerait que pour l'instant, Trump garde la main sur le calendrier et l'orientation des sanctions, même si ce qui est perçu comme une forme de prudence, certains diront de complaisance à l'égard de Poutine, suscite un certain mécontentement. Alors chez les démocrates, c'est très prévisible, mais également chez une partie des élus républicains. J'en viens maintenant au développement de politique intérieure, développement en lien avec la société russe, avec une visite remarquée, celle de Vladimir Poutine euh, à Boursk. C'était mardi. Il a rencontré le gouverneur, Monsieur Rinstein, gouverneur par intérim, qui doit être confirmé aux élections de septembre. Il a également rencontré des bénévoles, différentes ONG. Il s'est également rendu sur le site
du chantier de construction de la centrale nucléaire Kursk 2. Évidemment, c'est une visite très symbolique au moment où la Russie considère avoir libéré l'ensemble de son territoire. Un changement d'agenda, désormais on parle de reconstruction. J'en viens à la chronique désormais traditionnelle, certains diraient hélas traditionnelle, chronique judiciaire, avec le parquet général de Russie qui a déclaré indésirable le 19 mai l'ONG de défense des droits de l'homme Amnesty International, une mesure qui de fait interdit ses activités en Russie. Le parquet accuse, je cite, que Amnesty de faire tout son possible pour renforcer la confrontation militaire dans la région, justifier je cite toujours, les crimes des néo-nazis ukrainiens, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est le statut d'organisation indésirable entraîne bon, la fermeture des entités concernées. Elles peuvent également entraîner des poursuites judiciaires pour les personnes locales, qui continueraient à travailler ou à collaborer ou à financer ces entités. Euh, Par ailleurs, Alexei Rochkov, qui est un militant anti-guerre de 27 ans, a été condamné à 16 années de détention. Il avait tenté, en mars 2022, de mettre le feu à un centre de recrutement militaire de la région de Sverdlovsk. Euh, on reparle de Yuri Borisov, un personnage intéressant. Il a été, il y a quelques temps, à tête de l'agence spatiale Roscosmos. Dans une vie antérieure, il s'est occupé de construction navale. Il y a une quinzaine d'années, il était l'un des interlocuteurs de la France dans le dossier du Mistral. En tout cas, ce monsieur donc, vient d'être nommé sénateur de la région d'Arkhangelsk. Le Sénat, plus que jamais, est un réceptacle pour les anciens ministres, les anciens ambassadeurs, les anciens vice-premiers ministres ou présidents de compagnies publiques. J'en viens maintenant euh, à une décision, enfin deux décisions qui, voilà, qui sont significatives, en tout cas qui disent quelque chose du fond de l'air en Russie. Les collaborateurs de la Douma d'État qui ont réussi pour eux-mêmes, mais pas pour l'ensemble des fonctionnaires du pays, à obtenir une exemption pour pouvoir partir en vacances dans les pays amicaux. Je rappelle que les fonctionnaires et a fortiori les militaires, toutes les personnes étant soumis à des restrictions, eh bien, sont tenus de ne pas quitter le territoire national. Et ça fait partie des choses qui sont, voilà, qui sont un peu gênantes ou perçues comme telles, souvent pour les personnes concernées. Donc, il faut croire que la Douma d'État a une capacité de lobbying assez importante. Enfin, une décision euh, relative à la démographie. On a appris que Rostat, enfin, on a constaté que Rostat avait retiré certaines statistiques liées à la natalité en mars. Certaines statistiques sont désormais confidentielles. Ça renvoie à deux choses. Ça renvoie donc au mauvais chiffre, hein, mauvais chiffre de natalité. 3000 bébés par jour, c'est du jamais vu depuis 1999. En même temps, c'est assez prévisible vu la courbe enfin, la pyramide des âges en Russie. La mortalité serait également en hausse. Euh, Tout ça nous rappelle une autre époque, l'époque des années Brejnev, et ça confirme une pratique finalement. En Russie, on triche assez peu sur les chiffres, mais quand les chiffres sont gênants, on les publie plus. Voilà. Et à l'époque de Brejnev, il y avait eu, je crois que c'était en 80 ou en 81, les chiffres de la mortalité infantile avaient disparu parce n'étaient pas bons. En tout cas, c'est un sujet que nous allons suivre et l'Observatoire publiera une note sans doute au mois de juillet sur la démographie russe, un sujet important qui est souvent traité de façon sensationnaliste d'un côté ou de l'autre. C'est un sujet très politique aussi. Nous essaierons, comme nous le faisons toujours, de faire de l'expertise le plus calmement et de la façon la plus dépassionnée possible sur ce sujet qui intéresse la Russie, mais qui intéresse aussi les entreprises françaises qui doivent recruter, par exemple. C'est une problématique d'ensemble, une problématique importante. Voilà, Président, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Oui, effectivement, la démographie est un des sujets majeurs
et qui est d'ailleurs transversale à toute l'économie et la société. Et donc, je crois que votre note sera très attendue. Alors, avant de passer la parole à Igor, on va aborder quelques sujets intérieurs, justement, ou à la limite d'ailleurs. Et là, je vais réunir deux questions parce que ce sont deux auditeurs différents, mais qui sont sur le même sujet. Le premier nous dit, depuis 3 ans, la mouvance Z dans la population russe est-elle stable? Et c'est complété par une autre question qui nous dit, que penser du rôle du KPRF dans le débat politique russe actuel? Quelle proximité éventuelle avec la mouvance Z? C'est là où on retrouve la question. Existe-t-il au KPRF un espoir de jouer un rôle de premier plan dans l'après-Poutine? Alors la mouvance Z, non, c'est assez stable en réalité. Je renvoie les russophones, et je sais qu'il y en a parmi nos spectateurs et nos auditeurs, à une étude très récente qui était co-publiée par le centre de M. Minchenko, qui est le spécialiste des élites russes. Nous avons eu le plaisir de recevoir l'Observatoire, qui a une chaire spécialisée au MGIMO, qui publie tous les ans son analyse des oligarques et des responsables politiques les plus influents. Et en partenariat avec l'Oftium, l'Institut parapublic de sondage, ils ont conduit voilà, des entretiens, ils ont fait des enquêtes, et ils arrivent à la conclusion qu'il y a quatre Russies actuellement. La Russie qui est partie, Russie уехавшая, la Russie profonde, Russie глубинная, il y a la Russie des métropoles, mais qui est, et la Russie combattante, voyou. Et ils en arrivent à la conclusion, je cite de mémoire, hein, mais que la mouvance Z, donc la Russie combattante, c'est à peu près 19 à 20%. Voilà, donc l'ordre de grandeur, c'est effectivement à peu près ça. C'est significatif, c'est très loin d'être majoritaire. Pour ce qui est du Parti communiste, est-ce que le Parti communiste a un avenir en Russie? Depuis 96, je pense que non. Depuis la défaite de Zyuganov au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est toujours Zyuganov qui est le président du parti, ce qui est peut-être d'ailleurs une partie du problème, puisqu'il a 81 ans, je crois. Euh, le Parti communiste, il a un fonds de commerce, il a une rente électorale qui est plutôt en voie de contraction, puisque l'électorat communiste est traditionnellement plutôt âgé. On parle souvent de nostalgique de l'URSS, et évidemment, le temps passant, eh bien, ce socle-là s'érode. Euh, à cela s'ajoute bon, la limite de l'exercice, c'est-à-dire que le Parti communiste dénonce généralement les dérives libérales, entre guillemets, du gouvernement, les oligarques, tout en veillant à préserver Poutine et à rester dans le consensus de politique étrangère. Donc, bon, le caractère oppositionnel du Parti communiste est quand même très partiel. Et puis encore une fois, il y a alors on peut dire que Zyuganov est un peu à l'image de son électorat, mais euh, il y a une demande de renouvellement qui n'est pas satisfaite, alors même que il y a sans doute une partie de la population russe enfin, la gauche en Russie aurait potentiellement une importance électorale. Sauf que le Parti communiste, donc, est néo-stalinien, n'a pas du tout fait son ragionamento sur ces questions-là. Il n'y a pas vraiment de parti social-démocrate. Alors, il y a une quinzaine d'années, Russie Juste avait essayé de se positionner sur ce créneau-là. Il y avait d'ailleurs des coopérations qui avaient été nouées avec l'Internationale socialiste. Bon, il y a longtemps que Russie Juste a perdu tout crédit en Russie, à l'étranger encore plus. Ils ne sont plus vraiment sur ce créneau social-démocrate. Donc, objectivement, c'est plus qu'une niche. Il y a tout un pan du champ électoral russe, du champ politique russe à gauche, à reconstruire avec je pense, un potentiel électoral important, si tant est que, voilà, que ça puisse être organisé de façon à peu près crédible. Mais aujourd'hui, le Parti communiste n'est pas en mesure de le faire parce que Zyuganov ne veut pas lâcher les rênes, qu'il y aura probablement des conflits entre ces seconds, que tout ça est suivi évidemment par l'administration présidentielle. On ne sait pas très bien de quelle marge de manœuvre dispose en réalité le Parti communiste par rapport à l'administration présidentielle.
Donc, voilà, aujourd'hui, les derniers sondages qui valent ce qu'ils valent, hein, montrent plutôt un parti communiste en perte de vitesse qui serait doublé par l'ancien parti de Zhirinovsky. On verra. La prochaine grande échéance, vous le savez, ce sont les législatives de septembre 2026. Alors pour compléter sur la mouvance Z, tout simplement de façon visuelle, on peut dire que c'est quelque chose qui a quasiment disparu des rues de Moscou, ou De Moscou. De Moscou. de Moscou, Et oui, je c'est parle de beaucoup bien. moins vrai en province. Enfin, Voilà, en province, c'est moins clair. voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais de Moscou, c'est assez frappant. Les aides qu'on voit sont visiblement vieillies, que ce soit les stickers sur les voitures ou les quelques aides qui restent sur quelques bâtiments. Donc, on sent bien que c'est, enfin, en tout cas, visuellement, ça n'a pas une grande importance. C'est vrai que dans certaines villes de province, notamment j'étais à Klin l'autre jour et pratiquement, pas à Klin, oui, ici à Klin, et pratiquement tous les arrêts de bus, il y avait Z, mais bon. C'était des trucs déjà un petit peu anciens et je sais pas très bien si c'est toujours aussi vivace. Euh, En tout cas, la Russie combattante, la Sivaïush, ne se trouve pas à Moscou. Enfin, en tout cas, de façon très marginale. oui, tout à Mais il fait. faut se faire attention aux effets d'optique, hein. Moi, j'ai le souvenir, alors c'était en 2023, d'un voyage dans la région de Kostroma où là, le contraste en quelques heures était très frappant. Euh, Là, on voyait vraiment la mouvance Z. Oui, dans des tas de domaines d'ailleurs, la différence entre Moscou, on peut dire peut-être les grandes villes et la province, reste frappante dans beaucoup de cas, même si le niveau a tendance à s'équilibrer un petit peu. On voit en province quand même des villes assez dynamiques qui ont des nouveaux bâtiments. Enfin, il y a pas mal de choses, des commerces qui fonctionnent, mais malgré tout, c'est vrai qu'il y a encore une très grosse différence. Alors, on va changer de sujet avec en fait un sujet qui fait écho à un débat qui agite la France en ce moment, ces derniers jours, qui est celui des frères musulmans. Et un de nos auditeurs nous dit que le vice-premier ministre de Kabardino-Balkary a dénoncé la montée du radicalisme dans le Caucase du Nord avec l'exemple du niqab comme symbole visuel du radicalisme et de l'imposition d'une culture étrangère. Allons-nous vers une interdiction du port du niqab en Russie? On a parlé déjà, hein, de ce débat qui était plutôt un débat de l'année dernière, en réalité, sur voilà, le niqab avec des crispations en Tchétchénie. Quand je dis en Tchétchénie, c'est de la part de l'administration Kadyrov. Ce qui est intéressant, là, c'est que c'est effectivement un responsable du Caucase, mais non tchétchène, qui s'exprime. Euh, c'est une, voilà, c'est un débat qui est mis sous le boisseau, comme beaucoup de débats en Russie actuellement et de longue date en réalité, avec une demande forte, me semble-t-il, de la population russe au sens large de serrer les vis, surtout après les tragédies de Crocus, voilà, les attentats. Donc, euh, les niqabs, à tort ou à raison, sont perçus comme des signes d'une augmentation de la présence islam politique qui, dans ses versions extrêmes, aboutit au terrorisme. Donc, il y a une demande. Et en cela, effectivement, on peut dire que ce qui se passe en France et en Russie, c'est pas très différent. Et puis, il y a la grande différence entre la France et la Russie, en l'occurrence, c'est qu'il y a, voilà, en Russie, il y a des populations autochtones, Caucase du Nord, des régions majoritairement islamiques, mais là aussi avec des perceptions un peu différentes des choses, hein. La Tchétchénie, le Daghestan d'un côté, la Kabardino-Balkarie, ça renvoie oui, à des constats qui ont été faits depuis assez longtemps, hein. Alors là, le responsable en question, si ma mémoire est bonne, dénonçait une forme d'arabisation de l'islam du Caucase. Encore une fois, ce sont des débats à l'échelle de la Russie, à l'échelle du Caucase, à l'échelle de l'islam de Russie. Et tout ça est assez fluctuant. Et on voit que le Kremlin n'est pas pressé de trancher sur ces questions-là. Mais sait-on si les frères musulmans sont présents en Russie, structurellement ou pas? Et est-ce qu'on connaît la position de l'État russe, du gouvernement russe par rapport à cette organisation? Peut-être Igor, peut-être plus de choses à nous dire là-dessus, ce qui me permet de lui passer la parole.
Non, non, les frères musulmans sont considérés comme une organisation terroriste par la Russie, et donc il y a pas de représentation, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de choses comme ça, en tout cas, pas de manière publique et officielle. Est-ce qu'après il y a des réseaux souterrains, des financements, des choses, ça, j'en sais rien, on peut le suspecter. Et par ailleurs, pour rebondir sur l'analyse d'Arnaud, une autre différence substantielle, c'est qu'en Russie, il n'y a pas la laïcité. Autre différence substantielle avec la France. Et il n'y a pas la notion de laïcité, qui est d'ailleurs assez technique à expliquer aux Russes. Le mot Parce n'existe que, pas, c'est intraduisible en réalité. voilà, c'est ça. Et le fait est que ça soit une fédération, les sujets sont quand même plus aussi de liberté d'entreprendre et de marge de manœuvre pour les affaires culturelles et des choses qui peuvent toucher à l'affirmation de l'identité de l'individu, religieuse notamment. Donc ça fait quand même deux contextes assez différents. Bien, ben, tu vas pouvoir embrayer donc sur la partie internationale et nous dire enfin, nous sommes tout oui, ce que se sont dit Trump et Poutine. Merci, Président. Oui, puisque quand on s'est quitté lundi dernier, eh bien, l'entretien téléphonique entre Trump et Poutine était en train de débuter ou allait débuter. Il a commencé avec du retard par rapport à l'horaire qui avait été annoncé par le service de presse du Kremlin, mais c'est un entretien, donc c'est le troisième entretien entre les deux présidents depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche. Il a duré un peu plus de 2 heures. Je rappelle que peu de temps auparavant, Donald Trump et Volodymyr Zelensky s'étaient entretenus dans une conversation qui avait été présentée comme ayant duré quelques minutes, tout au plus, en amont donc de ce coup de fil attendu entre Trump et Poutine. Alors, pour ce qu'on en sait, au cours de cet entretien, le président russe a catégoriquement rejeté l'idée d'un cessez-le-feu total et inconditionnel. Je rappelle que c'était la condition exigée par les Européens dans leur ultimatum, je vais y revenir, d'abord un cessez-le-feu total et inconditionnel de 30 jours, ensuite des négociations de fond, alors que l'approche de la Russie quant au cycle de négociation, c'est on s'attaque tout de suite au fond du dossier. Parallèlement, les combats se poursuivent et si dans le fil de la négociation, il y a lieu à ce qu'un cessez-le-feu s'installe, eh bien, le sujet sera discuté. Donc, c'est évidemment deux approches totalement différentes. Donald Trump, de son côté, a laissé entendre qu'à l'avenir, Russes et Ukrainiens devraient négocier directement. Il a évoqué la possibilité de discussions qui se tiendraient au Vatican, d'ailleurs, ce qui a été interprété par les commentateurs comme une manifestation de distanciation du président américain à l'égard du dossier russo-ukrainien. Alors, Poutine, rapidement après la fin de cet entretien téléphonique, il était à Sochi pour cette conversation-là, en l'occurrence, est allé rencontrer les journalistes. Pour le coup, il les a pas fait attendre pendant 3 heures ou 4 heures dans une salle du Kremlin. Là, il était à Sochi, il est allé rendre compte assez rapidement de ce coup de téléphone. Il a affirmé aux médias russes que la Russie était prête à travailler avec la partie ukrainienne sur l'élaboration d'un mémorandum qui concernerait comment dire, il servirait de cadre pour un futur traité de paix, mais avec, précise-t-il, un certain nombre de positions à définir, notamment concernant les principes de règlement, le calendrier un éventuel accord et éventuellement aussi des précisions quant à un cessez-le-feu qui serait temporaire. Donc beaucoup de garde-fous. Ce mémorandum, ce document a déjà été évoqué à l'issue de la conférence, enfin des pourparlers d'Istanbul entre Russes et Ukrainiens la semaine dernière. Et de son côté, Donald Trump a livré un compte-rendu de son entretien avec le président russe qui, fidèle, j'allais dire, à lui-même, était beaucoup plus optimiste sur la tonalité des échanges, hein, puisqu'il a évoqué un esprit de la conversation, enfin le ton et l'esprit de la conversation qui était excellent d'après son post sur les réseaux sociaux. Et au niveau bilatéral, eh bien, Russes et Américains ont convenu de se livrer à un nouvel échange de prisonniers sur la base de 9 contre 9. Je rappelle qu'il y a déjà eu des échanges de prisonniers depuis que Donald Trump est arrivé et qui servent de gestes, j'allais dire, de bonne volonté et qui servent à réamorcer le cycle des pourparlers qui s'inscrivent donc dans vraiment l'agenda, pour le coup, bilatérale. Alors, moi, ce que je retiens de cette séquence, si vous voulez, c'est que j'ai l'impression que, au niveau tactique, la Russie a remporté la Manche, provisoirement remporté la Manche, puisque
L'ultimatum qui avait été lancé par les Européens, que j'évoquais auparavant, est désormais oublié et de fait caduc, puisque le 17e paquet de sanctions, ça a été évoqué par Arnaud, a été adopté en début de semaine. Je rappelle que c'était le coup près, hein, c'était la menace brandie par les Européens afin de contraindre la Russie à accepter un cessez-le-feu inconditionnel, dont elle n'a pas tenu compte, hein, et qu'elle n'a évidemment pas répondu à cet ultimatum. Donc le paquet a été voté, l'ultimatum est resté dans les limbes, et d'autre part, deuxième élément à mon avis de satisfaction pour la Russie, non pas que le vote du paquet de sanctions soit un élément de satisfaction, mais l'élément de satisfaction principal, c'est que le président américain paraît satisfait de la séquence d'Istanbul. Il esquisse un désengagement possible avec une référence à d'hypothétiques discussions au Vatican. Il se dit que comment dirais-je, des arrangements seraient discutés pour voir dans quelle mesure ces pourparlers pourraient avoir lieu au Vatican ou pas. Mais côté russe, visiblement, il y aurait pas de consensus, ou en tout cas, le consensus pourrait être difficile à atteindre, parce que d'abord, la position de Léon XIV sur le sujet russo-ukrainien est beaucoup plus proche de celle de l'Ukraine que ne pouvait être la position de François, qui était non pas équidistant, mais qui était quand même plus proche de la Russie dans les sensibilités que ne l'est clairement le nouveau pape. Et d'autre part, on peut suspecter que l'Église orthodoxe russe aurait des réticences à ce qu'il y ait ce type de négociations qui se tiennent au Vatican. Enfin, pour l'instant, ce sont des hypothèses, mais le scénario a été évoqué par le président américain, donc de distanciation. Et alors, deuxième élément de distanciation, eh bien, Donald Trump a aussi, semble-t-il pour l'instant tout du moins, abandonné l'idée de l'escalade des sanctions qui avait été brandie pendant un moment. Souvenez-vous, la semaine dernière, les sorties notamment de M. Rubio et de d'autres hauts responsables américains, et même d'ailleurs de Donald Trump à l'occasion, sur le registre que les sanctions très destructrices pourraient être prises contre la Russie si elle refusait les négociations ou d'avancer sur le dossier. Bon. Donald Trump n'a plus réabordé le sujet, à vrai dire, et finalement le sujet des sanctions reste présent au Congrès, comme l'a évoqué Arnaud, et j'en ai parlé un petit peu lundi. Alors cet apparent désintérêt du président américain par rapport au sujet peut s'expliquer de plusieurs manières. Tout d'abord, on ne peut pas écarter l'idée qu'il y ait une fatigue à l'égard du dossier russo-ukrainien, que Trump pensait régler en 24 heures, puis dans les 3 mois, et en fait on est maintenant fin mai, ce n'est évidemment toujours pas réglé, et que donc sa patience ayant été mise à épreuve, voire épuisée, il souhaite passer à autre chose. Bon. Deuxième élément d'explication, on ne peut pas non plus écarter le fait que maintenant qu'il a engrangé son accord sur les ressources minérales ukrainiennes, eh bien pour lui, il n'y a plus grand-chose à prendre sur le dossier stricto sensu. Il peut très bien continuer à avancer sur le dossier en bilatéral avec les Russes, mais pour l'instant, sur le dossier russo-ukrainien, il ne veut pas investir plus de capital politique que ça et en rester là. Et troisième élément d'explication, je l'avais un peu évoqué la semaine dernière et peut-être même encore lundi, on peut aussi imaginer que le fait que son administration ait obtenu la désescalade sur le dossier indo-pakistanais ait rassasié pour un temps comment dirais-je, la quête de deal de Donald Trump sur les grands dossiers de sécurité internationale. Donc, pour toutes ces raisons-là, on peut imaginer qu'il y a un creux dans l'intérêt de Donald Trump à l'égard du dossier, mais qui ne préjuge pas du fait qu'il pourrait se replonger, en tout cas s'intéresser de nouveau à ce sujet-là dans les jours et semaines qui viennent. Alors, sur les sujets bilatéraux, j'ai dit, il y a l'échange de prisonniers, il y a des choses qui se sont manifestement poursuivies, alors même que l'administration américaine a annoncé récemment le lancement de ce projet de bouclier spatial antimissile, un dôme d'or, qui par définition touche au domaine des relations bilatérales russo-américaines, puisque le domaine du contrôle des armements, le domaine des boucliers antimissiles et du contrôle des armes stratégiques relève du périmètre aussi des relations bilatérales russo-américaines. Et surtout, Trump reste malgré tout demandeur d'une rencontre directe avec Vladimir Poutine, qu'il a encore évoqué alors que le sommet d'Istanbul allait se tenir, en expliquant que seule une rencontre entre lui et le président russe pourrait permettre de mettre un terme au conflit en Ukraine. Vladimir Poutine, sur le principe, a répondu plusieurs fois qu'il était évidemment disposé à rencontrer le président américain, mais on comprend qu'il ne se presse pas non plus de réaliser cette rencontre,
puisque dans la perception des Russes, cette rencontre doit venir parachever un certain nombre de processus qui sont à l'œuvre, aussi bien au niveau bilatéral que d'ailleurs aussi peut-être le dossier russo-ukrainien, et que donc se rencontrer pour se rencontrer, finalement, ce n'est pas dans les projets du président russe, en tout cas pas tout de suite. Les Européens sont pour l'instant sur la touche diplomatiquement, dans l'expectative de ce qui va se passer ou pas au Congrès en matière de sanctions. La logique reste celle de l'adoption de nouveaux paquets de sanctions pour faire pression sur la Russie. Je remarque qu'on ne parle plus depuis maintenant au moins 2 semaines de force de réassurance. C'est un sujet qui a été passé, qui a disparu depuis maintenant une quinzaine de jours. Est-ce que c'est pour des raisons d'infaisabilité pratique, comme on l'a un petit peu évoqué quand même depuis que le sujet a ressurgi cet hiver? Est-ce que ce levier, parce que c'est quand même un levier conçu comme tel, tout du moins pour faire pression sur la Russie, a perdu de son efficacité ou est considéré comme inopérant? Bon, plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela. Et de son côté, finalement, la Russie a lâché peu de choses à ce stade sur le dossier. Elle a accédé à l'idée de, comment dirais-je, de ce mémorandum, l'élaboration d'un nouveau document sur comment Russes et Ukrainiens imaginent le cadre des négociations, le calendrier, etc. Mais finalement, très peu de concessions à ce stade-là, et elle n'a pas évidemment cédé sur l'aspect du cessez-le-feu. Et parallèlement à cela, sur le terrain, la pression militaire depuis une quinzaine de jours, 3 semaines, semble s'accroître, notamment dans le Donbass. Certaines rumeurs font état d'une possible offensive d'été, probablement contre les régions de Kharkov et de Soumy. Une hypothèse qui pourrait être corroborée par les récentes informations selon lesquelles Donald Trump, lorsqu'il a briefé ses homologues européens après son coup de fil à Vladimir Poutine, aurait laissé entendre que le président russe ne veut pas la paix, qu'il n'est pas intéressé par la paix, car selon le président américain, le président russe serait convaincu qu'il gagne sur le terrain militairement. Donc, finalement, ça viendrait un petit peu accréditer l'idée qu'une offensive pourrait se préparer cet été, alors même que des négociations pourraient se poursuivre, hein, puisque je rappelle que après l'échange de prisonniers, 1000 contre 1000 auxquels doivent se livrer Russes et Ukrainiens, eh bien, il est prévu qu'il y ait une nouvelle rencontre entre les délégations russes et ukrainiennes, donc là, dans les jours qui viennent. Voilà pour l'aspect coup de fil. Deuxième sujet, plus rapidement, hein, que j'ai relevé ces derniers jours, eh bien, c'est l'intervention de Dmitri Medvedev au Forum juridique international de Saint-Pétersbourg, qui est un rendez-vous annuel qui a été institué en 2011 lorsque Medvedev était président de la Russie. L'ancien Premier ministre, ancien président et actuel vice-président du Conseil de sécurité russe est intervenu dans ce forum-là. Il est lui-même juriste de formation. Et alors, il avait principalement 3 thèmes dans son intervention. D'abord, le droit international et le nouvel ordre mondial. D'autre part, l'Ukraine. Et enfin, le risque nucléaire autour du conflit en Ukraine. Et alors, sur le premier sujet, Medvedev a expliqué que selon lui, l'ONU et le Conseil de sécurité n'étaient plus adaptés à la réalité de nouvel ordre mondial, au droit international, que le Conseil de sécurité, notamment, devait voir le nombre de ses membres élargi à de nouveaux pays qui viendraient du Sud, hein, des pays dits de la majorité mondiale, comme on les appelle en Russie. Concernant l'Ukraine, sans surprise, il a nié le fait que ce soit un État souverain, qui pouvait décider pour lui-même, et il a décrit ces autorités comme illégitimes du fait que le mandat de M. Zelensky est arrivé à échéance et que par conséquent, les Russes auraient bien du mal à signer un quelconque accord avec ces autorités. Et enfin, sur le nucléaire, il a affirmé, alors je cite, hein, l'humanité est au bord d'une catastrophe mondiale en raison de l'éclatement de conflits armés et de la confrontation entre puissances nucléaires. Fin de citation. Alors pourquoi je trouvais intéressant de faire remonter et de mentionner cette actualité? C'est parce que bon, ces interventions, de manière générale, paraissent excentriques et parfois complètement, j'allais dire, hors sol. Mais tout excentrique qu'elle puisse paraître, il faut quand même rappeler que c'est un ancien président de la Fédération de Russie, qu'il a eu les clés du feu nucléaire quand même pendant 4 ans, qu'il est aussi de fait depuis plusieurs années maintenant un canal pour la communication inavouée du Kremlin, et que d'autre part, depuis le début des affrontements en Ukraine, eh bien, il fait partie aussi des canaux par lesquels le Kremlin distille son signalement nucléaire, c'est-à-dire lorsqu'il faut agiter l'arme nucléaire pour
comment dirais-je, ralentir les ardeurs peut-être des Occidentaux dans la livraison de certains matériels militaires à l'Ukraine, eh bien, M. Medvedev est quand même, me semble-t-il, mobilisé dans cet exercice pour distiller un langage extrêmement clair, abrupt et évidemment provocateur, en tout cas tel que c'est reçu en Occident. Et dernier sujet, c'est Pavel Durov. Puisqu'il s'est passé des choses autour de ce personnage depuis quelques jours qui ne sont pas inintéressantes à commenter. Alors, pour le contexte, eh bien, M. Durov a publié sur son réseau Telegram et sur son canal Telegram un message le 18 mai dans lequel, sans les nommer, il s'en prend au service français qui lui aurait demandé, selon ce poste, hein, je cite, de faire taire les voix des conservateurs en Roumanie avant les élections présidentielles qui se sont donc tenues récemment. Le lendemain, cette fois-ci sur X, il affirme que lors d'échanges avec des représentants de ces mêmes services, eh bien, il aurait été question principalement de la Roumanie, de la Moldavie et de l'Ukraine et du contexte géopolitique autour de ces trois pays. Et alors, ce sont des affirmations et comment dirais-je, qui ont été catégoriquement rejetées par communiqué à la fois par les services français, mais aussi par la diplomatie française, hein, qui a catégoriquement donc rejeté et démenti ces informations données par Dourov. Et on a appris par Politico que M. Dourov était vu refuser par les autorités françaises la possibilité de se rendre aux États-Unis où il devait rencontrer des investisseurs, puisque depuis ses déboires avec la justice française, M. Dourov en fait a la liberté de mouvement en France, mais s'il veut quitter le territoire français, il doit demander l'autorisation auprès de la justice française et des autorités françaises. Alors, ça lui a été accordé d'ailleurs pour se rendre à Dubaï au mois d'avril. Alors là, actuellement, sais pas où est-ce qu'ils sont. En tout cas, moi, je ne sais pas où est-ce qu'ils se trouvent. Je doute qu'ils sont en France, à vrai dire. Euh, mais dernier élément, le 20 mai, donc il y a 2 jours, sur X, Monsieur Dourov s'est déclaré prêt à aller en Roumanie pour être auditionné si le résultat de l'élection présidentielle donc de dimanche dernier venait à être cassé et annulé comme le demandait le candidat battu, M. Simeone, qui avait auparavant reconnu sa défaite. Et cet après-midi, on a appris que le résultat ne serait pas annulé et donc que l'élection qui s'est tenue ce week-end était donc confirmée. Donc M. Dorov met en fait en doute, à travers ses déclarations, la crédibilité, l'authenticité du scrutin de dimanche dernier. Et alors c'est intéressant parce que en fait c'est une crise entre Dourov et la France. Il a défrancisé le nom de son canal Telegram qui s'appelait Paul Durov, en trois mots, hein, Paul Durov. Il l'a remis en Pavel Durov. Premier élément intéressant à remarquer, il a fait ça le 10 mai, juste avant de faire son post sur les services. Et d'autre part, on sait qu'il a eu ses déboires avec la justice française, hein, qu'on avait un petit peu commenté. Et certains pensent que, concernant cette demande d'aller aux États-Unis, eh bien, outre le fait qu'il devait y rencontrer des investisseurs américains, certaines sources estiment qu'il pouvait y rencontrer aussi l'équipe de Trump et les Trumpistes. Et là, évidemment, on peut imaginer que, vu le discours tenu par J.D. Vance à Munich sur le registre, souvenez-vous qu'il n'y a plus de liberté de parole en Europe, que la démocratie est confisquée, etc., etc., un discours qui avait échaudé tout son auditoire, hein, et bien, M. Dourov, lui, présente comme un défenseur de la démocratie. Je vous renvoie à ses postes, hein, un défenseur de la liberté d'expression. Bon, on peut imaginer que les deux auraient eu des choses à se dire. Et qu'évidemment, c'est quelque chose qui n'aurait pas été très bien vu, notamment en Europe, mais que l'impression que ça me laisse, si vous voulez, c'est que Dourov instrumentalise un peu ce qui s'est passé en Roumanie récemment pour essayer de régler ses comptes avec la France et la justice française. Voilà, Président, pour mon topo. On ne t'entend pas. Le micro qui est coupé. Enfin, c'est pas le Ah, micro. Voilà, ça y est, c'est revenu. c'est bon? Ouais. Oui, je disais donc il semble quand même que pour Durov, il n'avait pas besoin de se rendre aux États-Unis pour avoir des contacts avec l'administration Trump. Oui, oui, il peut très bien les avoir aussi en Europe, mais bon, c'était une possibilité qu'on ne pouvait pas exclure. D'accord. Une autre question, là, justement, c'était par rapport à l'ex-président Medvedev. Euh, Comme tu l'indiquais,
il a souvent des propos qui semblent assez un peu hors sol et un peu assez étonnants. Il a au moins en Occident une réputation sur son mode de vie qui peut poser question. Comment est-il perçu en Russie par la population? Quelle est son image en réalité ici? Ben, alors, c'est intéressant, je pense qu'Arnaud complétera ce que je vais dire, mais il était assez peu populaire. En réalité, on pourrait même dire assez impopulaire, puisqu'il a été Premier ministre jusqu'à ce que M. Mishustin prenne le relais, donc il y a quelques années, et il a été usé jusqu'à la corde à ce poste de Premier ministre par le Kremlin. Il y a même des dossiers qui étaient sortis sur lui, montés à l'époque par la fondation de M. Navalny, hein, qui est sur la corruption, qui montrait ses demeures, je crois près de la région de Valdai, je crois, une demeure assez évidemment importante, etc. Donc, bon, ça n'a évidemment pas arrangé son image auprès de la population russe voilà, qui le tenait pas en grande estime. Depuis, au Conseil de sécurité de la Fédération, j'ai l'impression que quand on regarde tout, enfin, qu'il n'est pas gagné spécialement en popularité. En fait, Medvedev, il a perdu tout crédit en septembre 2011, tout crédit aux yeux de ses partisans, puisque son entourage à l'époque le poussait à faire un deuxième mandat. Lui-même ne le souhaitait pas. Je ne sais pas s'il y a pensé un jour, mais il y avait eu une guerre des entourages à l'époque, et il a perdu tout crédit aux yeux de l'entourage de Poutine. Il apparaissait comme un vaincu. Je dirais, il a perdu encore ce qui lui restait de crédit quand il était effectivement au poste de Premier ministre, notamment lors d'un déplacement en Crimée, qui a beaucoup choqué. Sa fameuse phrase, il avait été pris à partie par une enseignante. Si ma mémoire est bonne, il avait dit, ah, vous savez, il y a plus d'argent, mais il faut que vous teniez le coup. Bon, ça, c'est une phrase qu'on entend encore 10 ans après dans les rues de Moscou, hein. Et puis, dernière étape de son discrédit, c'est voilà son glissement d'une posture de libéral au sens politique du terme, hein. Je rappelle que quand il était président, il y avait des équipes, il y avait voilà, il y avait des projets de modernisation, c'était les mots utilisés, et finalement d'occidentalisation de la Russie. Aujourd'hui, comme l'a dit Igor, c'est l'une des voies les plus férocement anti-occidentales. Euh, alors ça plaît évidemment aux durs, mais qui savent que c'est pas vraiment un dur. C'est le crédit qu'il a perdu d'un côté, je suis pas sûr qu'il le récupère de l'autre. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, une personnalité qui n'a plus beaucoup de crédit de façon générale, et en même temps, je mettrai en garde contre la tentation j'allais dire, de le passer par pertes et profits, parce que, notamment lorsqu'on réfléchit à la suite, voilà, aux successeurs, en tout cas aux grands mouvements, aux grandes manœuvres qui vont se mettre en place à un moment à Moscou. D'abord parce que, Igor l'a rappelé, il a été président et il n'y en a pas d'autre en Russie, donc il a un statut que n'ont pas les autres. Aux yeux de Poutine, il a fait le job, c'est mon expression. Et il est relativement jeune, il est né en 1965. Donc, à suivre. En tout cas, il fait partie du paysage politique, et il n'est pas totalement. Enfin, il serait imprudent de considérer que sa carrière est derrière lui. Merci pour ces précisions. On va finir parce qu'on on a déjà un briefing qui a duré un petit peu longtemps. Mais une question pour Igor. Quel retour sur la visite de Nicole Pachinian à Moscou? On a notamment lu dans les médias français que Lavrov aurait reconnu que la Russie n'était pas en mesure d'assurer tous ses engagements militaires vis-à-vis de l'Arménie. Oui, effectivement, il y a eu cette phrase sur les fournitures militaires et les livraisons. Sergei Lavrov a reconnu qu'il y avait d'autres pays qui s'étaient de fait substitués à la Russie pour la fourniture de certains systèmes d'armes à l'Arménie, et il a ajouté que la Russie n'y voyait pas d'inconvénient. Alors, parce qu'il y a un grand pays qui s'est mis à livrer de plus en plus de systèmes d'armes et d'armements à l'Arménie, c'est l'Inde.
et l'Inde qui utilise aussi massivement du matériel ex-soviétique ou de manufacture russe. Donc on comprend qu'il y a des compatibilités, j'allais dire, avec ce que possède l'armée arménienne. Et l'Inde, qui est un grand partenaire de la Russie, on en a déjà parlé ici, je ne vais pas redévelopper, hein, sur notamment le complexe militaro-industriel. Et donc, il y a des synergies qui se sont mises en place. Et la Russie semble bien s'en accommoder, parce que bon, évidemment, l'Inde est un partie des pays amicaux, c'est le deuxième partenaire économique, il y a toutes les raisons que j'ai citées lors de la précédente séance ou l'avant-dernière. Donc, la Russie a plutôt pris acte qu'autre chose, elle n'en prend pas spécialement ombrage, manifestement, mais d'autre part, il y a aussi des liens économiques qui restent très substantiels entre la Russie et l'Arménie. Quand on regarde la balance commerciale, enfin le commerce extérieur arménien, la Russie reste un partenaire économique, le partenaire économique principal ou majeur suivant les commodités que l'on prend. Et d'ailleurs, de façon assez intéressante, dans le top 3 des partenaires commerciaux arméniens, on retrouve les Émirats arabes unis qui ont surgi curieusement, depuis 3 4 ans dans le paysage des partenaires commerciaux. Et là aussi, on comprend bien qu'il y a des circuits avec la Russie et la relocalisation de certaines filières russes aux Émirats arabes unis qui expliquent le surgissement du flux et entre les Émirats arabes unis et l'Arménie. Donc il y a une réalité économique, je pense, qui est assez incontournable pour les Arméniens, qui fait que malgré la brouille depuis 2020, la guerre dans le Karabakh et la passivité de la Russie dans l'effondrement de l'armée arménienne face à l'Azerbaïdjan, eh bien, l'Arménie n'a pas beaucoup d'options en réalité pour ses relations extérieures. Et en fait, on voit qu'il y a, on peut pas parler de retour à la normale, c'est prématuré, mais des signaux qui montrent que ce retour à la normale est enclenché. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, M. Pachinian aurait ordonné à son administration de rouvrir des discussions avec les homologues russes des différentes administrations, contreparties, si vous voulez, qui avaient été gelées ou suspendues depuis quelques mois en raison de cette brouille. Donc, il y a j'allais dire, voilà, prise de conscience qu'une normalisation est nécessaire. On n'y est pas encore, mais on se dirige vers elle. Rabibochage, je crois que c'est le mot, ou tentative de rabibochage. Et on est dans une phase plus positive qu'il y a quelques semaines et plusieurs mois, effectivement. Alors juste pour finir, Igor, qu'attendons-nous d'ici lundi dans l'actualité des négociations ou autres? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se précisent et dont on pourrait donner sur lesquelles on pourrait donner quelques éclairages lundi? Alors, la principale actualité qui est attendue, c'est cet échange de prisonniers, 1000 pour 1000, hein. Pour l'instant, ce qu'on croit comprendre, Russes et Ukrainiens, on doit s'entendre sur des listes, puisque avant tout, ce sont des personnes qu'on va échanger. Il faut des noms, il faut des identités concrètes. Ils sont donc en train de chercher qui va être échangé. Il se pourrait que ça aille au-delà des militaires, c'est-à-dire que côté ukrainien, il pourrait y avoir des personnalités autres que des combattants qui ont été faits prisonniers sur la ligne de front ou dans des batailles. Il pourrait y avoir des personnes qui sont enfermées en Ukraine parce que pro-russes, considérées comme pro-russes ou considérées comme agents de la Russie, etc. Donc il faut qu'ils s'entendent sur les listes. 1000, c'est beaucoup. Ce serait le plus gros échange de prisonniers auxquels se sont livrés Russes et Ukrainiens depuis 2022. Je l'ai dit auparavant, on était sur quelques dizaines contre quelques dizaines. Donc ça prend du temps. Il faut qu'il y ait quand même une forme de parité aussi au-delà de la quantité, mais sur la qualité des gens qui vont être échangés. Donc c'est assez long, mais on croit comprendre que ça pourrait intervenir quand même dans les tout prochains jours. Alors est-ce que à lundi pour notre prochain briefing, ce sera le cas? Je ne sais pas, j'en doute, à vrai dire. Mais c'est la grosse actualité qui est à suivre sur ce point-là. Juste pour avoir une idée, on sait combien il y a de prisonniers de chaque côté ou c'est un secret? Hmm. Non, on sait pas. Moi, j'ai pas de chiffres à vous livrer. On sait qu'a priori, en tout cas, quand on lit la blogosphère russe et les mini-blogueurs, etc., l'idée qui est renvoyée, c'est de dire qu'il y a une disproportion entre le nombre de prisonniers faits par les Russes d'un côté et le nombre de prisonniers russes côté ukrainien. Et qu'évidemment, il y a bien plus de prisonniers, selon cette image qui est renvoyée côté russe, que les Ukrainiens n'en ont à échanger en réalité, d'où le fait qu'ils iraient chercher dans les prisons pour équilibrer avec les... Alors non pas qu'ils n'ont pas mis le prisonnier du front, mais en tout cas, il y aurait besoin d'un panachage, si vous voulez, pour équilibrer les choses. Mais il n'y a pas de chiffre, ça fait partie des choses qui sont jalousement gardées de part et d'autre, comme le chiffre des pertes et autres.
Parmi les chiffres, encore une fois, qui sont à prendre avec beaucoup de pincettes, hein, euh, s- sur Telegram, il y a voilà, on parle de 8, 9 000 prisonniers ukrainiens en Russie. Encore une fois, je ne sais pas quel crédit accorder à ces chiffres, à ces fourchettes, mais elles circulent. Voilà. Merci à tous les deux. Rendez-vous donc lundi 17h30 pour une actualité plutôt internationale et diplomatique, mais ceci dit, s'il y a bien entendu des choses dans le domaine politique et économique russe qui méritent qu'on s'y attarde, on posera la question. Donc merci encore à tous les deux, merci à vous tous qui nous écoutez de votre fidélité, de vos nombreuses questions. Et comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.